Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette table ronde essentielle pour l'avenir du pays, l'ambition de la France dans le domaine de la défense. Nous allons commencer très rapidement pour ne pas perdre de temps. Allez. Et avant toute chose, donc, je voudrais donner la parole à Christian Saint-Etienne qui va donner le contexte de la situation en matière de défense. Évidemment, avec la guerre en Ukraine, avec la guerre en Iran, avec les tensions mondiales, les questions de défense sont revenues, je dirais, en première ligne de l'actualité. Christian donc, va nous présenter le contexte aujourd'hui, pourquoi c'est important, pourquoi cette ambition pour la France. Bien, bonjour à tous. Donc effectivement, quelle ambition pour la défense française. Alors, on connaît tous le contexte avec la guerre en Europe maintenant, la guerre en Méditerranée, la guerre dans le Golfe, les risques dans le Pacifique. Donc, dans ce contexte, il faut relancer les capacités militaires françaises. Alors, nous savons que nous avons des soldats magnifiques, mais une étude du Parlement français d'il y a 2 ans avait montré que la France avait, à l'époque, 8 jours de munitions en cas de conflit. Donc, on est en train, avec la nouvelle loi de programmation militaire et le vote qui est intervenu il y a 48 heures au Parlement, de remonter les budgets de défense qui auront doublé en quelques années. Mais tout le travail de reconstitution des capacités militaires et des capacités en termes de munitions, puisqu'on a vu avec la guerre en Ukraine que la disponibilité de munitions, de missiles, aujourd'hui de drones, est absolument décisive. Est-ce que nous sommes en mesure de fournir l'effort nécessaire pour résister à la montée des risques au niveau international? Et surtout, on doit mener cet effort massif de consolidation de nos capacités de défense dans un contexte où les équilibres budgétaires français sont extrêmement difficiles à équilibrer. Nous avons une dépense publique qui est au record de la zone euro, avec 57 points de PIB de dépenses publiques, dont 34 points de PIB de protection sociale. Un quart de la dépense publique, c'est les retraites. Donc, est-ce qu'on peut concilier la continuation d'un modèle de protection sociale, modèle auquel la population, une grande partie de la population s'est habituée en pensant que il n'y avait pas de contraintes financières. Donc, est-ce qu'on peut concilier ce modèle de protection sociale avec une remontée des capacités militaires, sans parler de la nécessité de reconstruire l'école, d'améliorer le fonctionnement des hôpitaux, de réussir la transition écologique? Donc, face à cet ensemble de défis, est-ce que nous avons à la fois sur le plan budgétaire, mais sur le plan technologique et industriel, les capacités pour réussir cette transition vers un renforcement des capacités françaises? Donc, Ulysse. Merci. Alors, pour en parler, donc, un panel qui est composé donc de Éric Béranger, qui se trouve être le PDG de MBDA, qui est le plus grand spécialiste, le plus grand fabricant de missiles en Europe et qui est le numéro 3 mondial. À ses côtés, Estelle Brachlianoff, qui est la directrice générale de Veolia, qui est l'un des leaders mondiaux des services de l'environnement et de l'énergie européen. Nous avons à côté Stéphane Boujna, qui est le DG et le président du directoire d'Euronext, qui est la première place boursière européenne. À ses côtés, Nicolas Dufourcq, qui est donc le patron, le DG de BPI France, la banque publique d'investissement. Et enfin, Gabriel Attal, ancien Premier ministre, qui est le secrétaire général de Renaissance, candidat à la prochaine présidentielle. Alors, pour vous expliquer ce qui va se passer, chacun des intervenants va présenter sa vision justement de cette ambition en matière de défense et ensuite le débat avec des questions. Éric Béranger, PDG de MBDA, c'est à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est la première année que MBDA participe à ces journées, donc c'est moi peut-être présenter un petit peu MBDA.
MBDA, c'est une entreprise au service de la souveraineté française et au-delà de la souveraineté française, la souveraineté européenne. On est le 3e mondial dans notre domaine, premier européen effectivement. Ça représente à peu près 20 000 personnes, dont 8 500 en France. Et au-delà d'être une société française, c'était surtout un acteur européen, puisque nous sommes français, britanniques, allemands, italiens, espagnols. Ce qui est une preuve que la coopération, ça peut fonctionner. Et dans notre domaine, cette coopération, elle est extrêmement importante. C'est ça qui nous permet de couvrir l'ensemble du spectre de ce qu'on appelle les munitions complexes. Donc ça va des drones, des munitions rôdeuses, de la protection anti-aérienne, et en particulier, et ça va jusqu'à la dissuasion nucléaire, puisque nous sommes en charge de du vecteur de la composante nucléaire aéroportée. Et aujourd'hui, on est extrêmement concerné par tout ce qui est en train de se passer dans le monde, puisque nos systèmes sont utilisés en Ukraine, en mer Rouge, au Moyen-Orient, quasiment tous les jours, avec une très forte demande de défense antiaérienne, de frappe dans la profondeur, qui vont être les 2 grands sujets du sommet de l'OTAN, les 7 et 8 juillet prochains. Donc aujourd'hui, notre grand sujet en tant que MBDA, c'est l'accélération, c'est l'augmentation des volumes et également faire évoluer notre portefeuille de systèmes pour coller aux besoins de nos États. Merci. À vous, Aislinn. Oui, bonjour. Alors, au risque peut-être de surprendre certains, Veolia est une entreprise de défense aussi. Parce que, messieurs, certes, il faut des drones, des missiles, mais la Veolia participe à construire l'autonomie stratégique. Comment ? Parce que la première défense, pour moi aussi, c'est celle de la défense des ressources. Sécuriser l'approvisionnement en eau, sécuriser l'approvisionnement en énergie, sécuriser l'approvisionnement en matières premières stratégiques, les minerais stratégiques, les terres rares. Ça traverse non seulement les industries de défense qui ont ces besoins-là, mais la population et l'ensemble de notre vie quotidienne. Et on le voit tous les jours. On l'a vu en Ukraine. Ça n'a pas été que des institutions militaires qui ont été bombardées. Ça a été des centrales énergétiques. Ça a été des barrages. Entre l'Inde et le Pakistan, le sujet de l'Indus est un sujet majeur géostratégique. Et quand il y a un petit coup de chaud entre les deux, le robinet de l'Indus est fermé instantanément. Je pourrais vous parler du Moyen-Orient, où nos usines de dessalement sont visées par des bombardements tout de suite. On se rend compte également que l'Europe a un besoin d'autonomie stratégique sur ce sujet de l'accès aux ressources, de sécuriser l'accès aux ressources. Pour vous donner qu'un seul chiffre, 98% des minerais stratégiques sont importés en Europe. Et je pourrais vous parler évidemment des énergies fossiles également. Donc derrière chaque grand conflit, il y a aussi un conflit d'accès aux ressources, et sécuriser ces ressources est un enjeu absolument essentiel. Merci beaucoup Estelle Brachlianoff. Maintenant, donc, je donne la parole à Stéphane Boujna, qui est le patron d'Euronext. Bonjour. Donc, Euronext, c'est un groupe européen qui repose sur un principe très simple. Soit on réussit ensemble, soit on échoue séparément. Donc, ça réunit des marchés de capitaux en Norvège, en Irlande, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Italie, au Portugal, en Grèce désormais. Et pour faire simple, c'est 2 fois plus gros, tous ensemble, que tous les marchés actions à Londres, et 2 à 3 fois plus gros que Londres. Plus directement lié au sujet de ce jour, il a été rappelé que la principale contrainte qui est devant nous, c'est celle de dépenses publiques. Cette année, nous allons consacrer tous ensemble dans cette salle 77 milliards d'euros à payer la charge de notre dette. L'année prochaine, au moins 80-85 milliards. C'est-à-dire que nous dépenserons l'année de l'élection présidentielle plus d'argent à payer nos créanciers qu'à financer l'éducation des enfants et des jeunes de l'école maternelle au bac. Les Allemands, pendant ce temps... Donc si on extrapole encore l'année de plus, il faut que vous sachiez tous que l'année suivante, on dépensera peut-être plus pour nos créanciers que ce qu'on collecte d'impôts sur le revenu, de nous tous. Donc ça, c'est la contrainte, la méta-contrainte.
Donc la vraie question, c'est comment on peut faire plus avec moins. Parce qu'au moment où on doit faire toutes les choses qui ont été indiquées en introduction, on va vivre, dans les 5 ans qui viennent, la contraction, la restructuration de nos capacités de finances publiques. Et je crois que Gabriel Attal s'est exprimé de manière très claire sur ce sujet dans Le Parisien. Donc ça, c'est l'horizon qui est devant nous. Comment on fait pour faire beaucoup plus avec moins? Beaucoup plus, parce que comme dit Thucydide, se reposer ou rester libre, il faut choisir. Il n'y a pas le choix. On ne choisit pas nos voisins et surtout les voisins de nos voisins. Et donc, dans ces conditions-là, comment on peut faire plus avec moins? Il n'y a pas 50 solutions. Il faut aller chercher les ressources là où elles sont disponibles. La première, c'est le temps libre. La société française a un gisement d'énergie qui n'est pas activé, c'est le temps libre. Et d'ailleurs, ce temps libre, il est déjà activé dans la vie civique et dans la vie associative. Donc comment on capte ça? Et je pense que c'est une transformation de l'esprit de défense, et transformer les Français non pas en consommateurs de défense, non pas en observateurs de nos forces armées, mais en producteurs de défense. Ça veut dire une réforme de la réserve opérationnelle, ça veut dire une réforme de l'engagement des entreprises. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à s'engager vers quelque chose qui ressemble, comme dans les pays nordiques, à une défense totale. Et de toute façon, on n'aura pas le choix, compte tenu de nos contraintes budgétaires, de faire autre chose qu'une forme de réquisition homéopathique pour les entreprises ou de conscription bénévole pour les citoyens. Sans ça, il n'y a pas d'effort de défense soutenable. Merci Stéphane Bouchelin. Nicolas Dufourcq, donc patron de la Banque publique d'investissement. Là où vous êtes, comment vous voyez les choses? Est-ce qu'on a les moyens justement de cet effort de défense pour cette ambition qui est la nôtre? Bon, je vais répéter des choses qui ont déjà été dites, mais je vais le faire à ma manière. Depuis 20 ans, si on fait la somme du PIB dépensé par la France dans la défense au-dessus en pourcentage, ce que faisaient les Allemands, ça représente 14 points de PIB. On a dépensé 14 points de PIB depuis 20 ans de plus qu'eux. Aujourd'hui, c'est la première fois, ils décident de faire plus que nous. Une grosse partie de ces 14 points ont été endettés. Donc on arrive dans cette situation qui est tout à fait paradoxale où on a tenu finalement, je vais en parler, notre dispositif de base industrielle finalement, hein, et d'ailleurs de projection mondiale, au prix d'une autre projection, qui est une projection quand même un peu par la dette vers le futur, qui nous étouffe aujourd'hui. Alors, dans les années qui viennent, évidemment, il faut sanctuariser la loi de programmation militaire, c'est 6 milliards de plus par an à peu près, hein. Et par conséquent, il est impossible de dire aux Français que ça n'aura pas comme contrepartie des efforts encore plus importants sur le front des autres dépenses de la nation, c'est-à-dire pour 60% au moins les dépenses sociales. On ne peut pas ne pas leur dire. Voilà, c'est grosso modo ce qu'a dit Stéphane, mais on est, je pense, assez nombreux à être conscients de ce problème-là, qui est très difficile à exprimer, hein, parce que comment on va faire? Mais il va bien falloir qu'on le fasse. Sachant que, par ailleurs, la boule de neige de la dette, elle croît, et l'année prochaine, c'est, à mon avis, presque plus encore. Je pense que ça sera 12 milliards de frais financiers de plus, et l'année d'après, etc., etc. Enfin, tous les chiffres sont dans le rapport de la Cour des comptes, publié vendredi dernier, avec une clarté qui est une clarté de cristal. Alors, la BPI, là-dedans, on finance la BITD, hein, donc toute cette base industrielle et technologies de défense. Ça représente 4000 PME. Ce sont des petites PME, en moyenne 6 millions de chiffres d'affaires. C'est vraiment la PME familiale des territoires. C'est vraiment la French Fab, hein, donc c'est le coq bleu des territoires qui s'occupe de telle pièce, telle petite chose, dans un process beaucoup plus complexe de la défense française. On finance à peu près 1,5 milliard par an. Hein, sachant que dans les années qui viennent, grosso modo d'ici 2030, les budgets qui vont être alloués à la défense vont augmenter grosso modo de 35 milliards. Mais pour pouvoir produire ces 35 milliards, puisqu'en fait toutes ces boîtes sont à 90% déjà utilisées, il faut investir beaucoup. Il va falloir investir combien? 15 milliards. Sur les 15 milliards d'ici 2030, la BPI va faire combien? À peu près la moitié. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Alors Gabriel Attal, c'est à vous. Vous n'avez pas de micro. Allez-y. Merci beaucoup. Comme plusieurs de mes voisins et comme je pense plusieurs ici, je me suis rendu en Ukraine, en ce qui me concerne, à 4 reprises ces dernières années. Et quiconque se rend en Ukraine en revient avec une conviction absolue. Ce qui se joue aujourd'hui quand on parle de défense et de guerre, ce n'est pas seulement un moment d'évolution, c'est un changement profond de nature. Et de la même manière que l'invention de la poudre a mis fin aux forteresses invincibles et a permis la consolidation des États, de la même manière que la révolution industrielle a permis l'industrialisation des équipements de défense et a tout changé, ce qui se joue aujourd'hui avec le drone, l'IA,
le quantique, c'est un changement profond de nature de la guerre. Et la question de la puissance, c'est plus celle simplement d'avoir le plus de chars ou le plus d'avions, c'est celle d'être en capacité d'innover et d'accélérer plus vite que les autres, de protéger ses infrastructures critiques, d'influer sur l'opinion publique. Et si on n'est pas capable, au sens collectif du terme, de comprendre ça, on sera totalement dépassé. De la même manière que ceux qui continuaient à raisonner avec la cavalerie au moment de l'invention de la poudre ont été dépassés, et que ceux qui continuaient à raisonner avec les guerres napoléoniennes au moment de la révolution industrielle et de l'arrivée de 1914 ont été dépassés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit maintenant se fixer, et c'est le cas d'ailleurs dans l'actualisation de la loi de programmation militaire, un certain nombre de priorités. J'en cite 3 puisqu'on est dans l'introduction. D'abord, innover. Toutes nos politiques doivent être tournées vers cet objectif d'innovation. Je proposerai dans mon programme un nouveau livre blanc pour la défense en 2027. Le dernier date de 2013. À l'époque, la menace principale identifiée, c'est le terrorisme. Tout a changé, donc évidemment, dans notre lecture du moment et dans nos priorités, tout doit changer. De la même manière, je proposerai une revue des programmes pour programme par programme, être capable de revoir nos priorités, de revoir notre organisation. Et quand on parle d'innovation, il y a aussi évidemment un enjeu financier. Dans la dernière loi de programmation militaire, l'innovation, c'est 10 milliards d'euros, c'est beaucoup, mais quand vous le rapportez à une loi de programmation militaire de plus de 400 milliards d'euros, c'est finalement pas tant que ça. Et la question du financement, je crois, on y reviendra dans cette table ronde. Le deuxième objectif, ça doit être d'accélérer. Aujourd'hui, l'unité de temps, et c'est vraiment ce que vous comprenez quand vous êtes sur le front en Ukraine, en lien avec les militaires, les industriels et les politiques, ça n'est plus la décennie, ça n'est plus l'année, c'est le mois. Et donc on doit être capable d'adapter nos processus à cette nouvelle unité de temps. Ça veut dire beaucoup de changements, notamment dans notre organisation au sein de l'État et au sein du ministère des Armées. Et enfin, la troisième priorité, coopérer. Et notamment coopérer en Europe. Si on veut être capable de se désaméricaniser, si on veut être capable d'être plus souverain, indépendant, ça passe par la coopération industrielle et politique et de défense en Europe. Voilà les priorités. Je les résumerai en disant que l'histoire a montré que les moments de rupture ne récompensent pas les plus puissants, ils récompensent ceux qui ont compris avant les autres que les règles du jeu ont changé. Donc merci à tous. On voit bien que le débat n'est pas est-ce qu'il faut accélérer, est-ce qu'il faut une véritable politique de défense, une politique industrielle et une politique permettant à la France d'avoir des capacités de défense suffisantes, mais comment la financer. Alors avant de revenir là-dessus, parce que c'est important, Gabriel Attal ce matin a annoncé sa volonté de réduire le déficit de 5% à 3%. Comment on fait pour la défense ? Où est-ce qu'on trouve l'argent ? Nicolas Dufourcq dit aussi qu'il faut faire des efforts. Tout le monde le dit. Avant cela, je redonne la parole à Yves Béranger, parce que vous êtes l'un des grands industriels de la défense. Vous avez parlé d'Ukraine. On a vu que l'Ukraine avait frappé en profondeur la Russie avec des missiles Scalp qui sont fabriqués par MBDA, missiles franco-britanniques. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelle est la priorité pour donner à la France toute la capacité dont elle a besoin ? Alors évidemment pour les missiles, mais pas seulement. Quelle est pour vous la priorité absolue ? Alors, si vous voulez bien, je voudrais revenir sur le sujet des règles du jeu qui ont changé, parce que je souscris complètement à ça. Mais j'irai même encore un peu plus loin, parce qu'on sort quand même de 30, 40 ans d'années de dividendes de la paix. Ces sujets de défense sont des sujets, finalement, que les gens connaissent assez mal. Et je pense que fondamentalement, ce qui a surtout changé, c'est qu'on a complètement changé de monde. On est passé d'un monde du droit international à un monde de la brutalité, de la violence complètement désinhibée. C'est ça fondamentalement qui a changé. Oui, d'où la nécessité d'une véritable politique de défense. Alors, quelle est la priorité ? D'où cette nécessité et d'où toutes les mesures qui doivent être prises. Après, la deuxième chose, c'est que alors la France a une position un peu particulière, enfin même très particulière en Europe, puisque nous sommes les seuls à avoir une armée à modèle complet. Mais néanmoins, tous les pays européens, même les plus riches, même l'Allemagne dont on parle, ne sont au mieux que des puissances moyennes. Et donc, face à des États-Unis ou face à une Chine
la seule façon, j'en suis intimement persuadé, que nous avons, nous, Français, et au-delà des Français, Européens, de continuer à exister, de continuer à avoir une voix, c'est d'arriver à travailler ensemble. Et MBDA est la preuve que ça peut fonctionner. Alors maintenant, travailler ensemble, on a tout ce qu'il faut pour ça. On a tout ce qu'il faut en Europe. On a les compétences, on a les compétences scientifiques, on a les compétences industrielles, on a même les outils industriels. Le seul sujet, c'est d'arriver justement à se mettre en ordre de bataille et vraiment travailler ensemble. Et c'est ce qu'on fait par exemple au niveau de la France, pour commencer. Un industriel comme MBDA, mais MBDA n'est pas le seul, tous les maîtres d'œuvre sont dans la même situation. Un industriel comme MBDA, en fait, est en charge d'un écosystème. On a à peu près 2000 fournisseurs, dont ces PME qui sont pas si grandes que ça, qui sont pas si riches que ça, et dont il faut prendre soin parce que nous sommes dépendants d'eux, de même que eux sont dépendants de nous. Et donc, c'est vraiment ce travail en écosystème de façon à faire monter tout le monde en puissance. Et là, encore, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe entre le maître d'œuvre et sa chaîne de fournisseurs. C'est un travail d'équipe avec l'État, avec les services de l'État, avec les investisseurs. C'est tout cet écosystème qu'on doit réussir à faire travailler ensemble. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Quelle est votre priorité pour assurer cette défense française ? Pour assurer la défense française, c'est aujourd'hui en priorité répondre à la demande de mes clients. Aujourd'hui, entre 2023 et 2025, avec nos fournisseurs, on a multiplié par 2 nos productions globales de missiles. Sur la défense antiaérienne, donc ce qu'on appelle le Patriote européen, Aster, que personnellement je considère être meilleur que Patriot, bien entendu. On a livré... Est-ce que Aster est déployé en Ukraine, par exemple ? L'Aster est déployé en Ukraine, mais il a été utilisé également en mer Rouge pour protéger non seulement nos bateaux, mais le trafic commercial. Il est déployé au Moyen-Orient également. Donc l'Aster, en 2025, on en a livré 5 fois plus que ce qui avait été prévu au départ. Cette année, on va encore en faire 2 fois plus. Pour une entreprise industrielle et surtout pour la chaîne de fournisseurs, c'est absolument énorme. Et aujourd'hui, c'est ça notre priorité, c'est ça qui nous occupe tous les jours. Comment on développe tout ça ? On est en train, j'ai annoncé en avril que nous étions en train de doubler notre plan d'investissement sur 5 ans. On le fait passer à 5 milliards d'euros sur 5 ans, justement pour aider nos fournisseurs et pour développer nos capacités industrielles. Alors, vous dites accélération, tout le monde le comprend. On voit les 2 guerres auxquelles vous êtes partenaire, dont vous êtes partenaire avec la fourniture de matériel. Mais on a vu récemment que la France et l'Allemagne n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour fabriquer un avion du futur, le fameux Scalp. Le programme a donc été abandonné. Gabriel Attal, si vous êtes président, est-ce que vous relancez un avion du futur entre la France et l'Allemagne ? Ou est-ce que c'est fini, c'est plié et on est incapable de coopérer avec les Allemands ? En tout cas, je relancerai et je soutiendrai la coopération européenne, comme je viens de le dire. Sur le SCAF, c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé. Je suis arrivé à Matignon sans grand a priori sur le sujet. Je n'avais pas été en charge de la défense auparavant, mais en tant que Premier ministre, j'étais responsable de la défense nationale. Et mon premier déplacement à l'étranger, j'ai souhaité le faire en Allemagne. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut faire de la disruption, mais il y a des grandes permanences et le couple franco-allemand en est un. Et donc, quelques semaines après ma nomination à Matignon, je me suis rendu à Berlin pour dîner avec le chancelier Olaf Scholz à l'époque. Et j'ai tout de suite compris que ça ne marcherait pas. En réalité, pour plusieurs raisons. Si vous voulez qu'un projet de coopération en Europe fonctionne, il faut avoir les mêmes objectifs, il faut que nos industriels aient les mêmes objectifs, et il faut qu'on puisse avoir un chef d'orchestre et pas chercher la dispersion absolue entre les États qui participent sur absolument tous les segments. Or, je ne crois pas qu'on voulait véritablement le même avion. Les Allemands voulaient un avion plutôt lourd, on voulait un avion plutôt furtif. Il se trouve qu'on a la dissuasion nucléaire, ce qui n'est pas leur cas. On a un porte-avions, ce qui n'est pas leur cas. On n'avait pas les mêmes objectifs vis-à-vis de nos industriels. Les Allemands visaient la compétitivité de leur industrie. Les Espagnols visaient la montée en compétence de leur industrie. Nous, on visait la réponse aux besoins opérationnels de nos armées. Et puis, il y avait cette idée d'avoir sur chaque segment du SCAF 33% multiplié par 3. Ça ne peut pas fonctionner dans ces conditions-là. Moi, je pense qu'il faut sauver ce qui peut l'être du SCAF. En tout cas, ce qui doit l'être.
Et c'est évidemment le cloud de combat qui doit être absolument poursuivi. Parce que la réalité, c'est que les ailiers dronisés, MBDA, c'est les faire. L'avion d'assaut, c'est le faire. Le cloud de combat du futur, c'est évidemment ce qu'on doit poursuivre. C'est ce qui permet de déplacer une bulle de défense à la vitesse du son. Il faut sauver ce qui peut l'être, je retiens pour Je termine juste sur ce sujet des coopérations européennes. On peut le faire avec d'autres pays européens. Vous avez vu qu'il y a l'échec du scalp, mais il y a quand même un accord qui a été conclu entre la France et l'Allemagne pour l'industriel KNDS, qui est un des grands fabricants militaires. Absolument. Et par ailleurs, il y a d'autres coopérations qu'on peut poursuivre avec d'autres acteurs européens. On a fait le drone Neuron avec Saab et les Suédois. Le bâtiment ravitailleur de force avec les Italiens. Le missile Scalp avec les Britanniques. Il y a beaucoup de programmes de coopération en Europe, je pense une dizaine qui concernent la France, qui fonctionnent très bien. Mais comme ça fonctionne, globalement, on en parle assez peu. Donc oui, la coopération européenne a évidemment un avenir, quand bien même le SCAF a été un échec, et il faut la poursuivre. En 2029, l'Allemagne aura un budget de la défense de 150 milliards d'euros, la France sera à peu près à 75 milliards. On va être dépassé par l'Allemagne ? Aujourd'hui, budgétairement, dans la programmation qui a été établie par les Allemands, évidemment. Ce qui justifie tout l'effort qui a été fait ces dernières années et qu'on doit continuer à faire. Je rappelle quand même que le budget des armées en France, entre 2017 et 2027, aura plus que doublé. C'est plus qu'un doublement en 2 quinquennats. Quand on compare avec les quinquennats précédents, objectivement, sur ce sujet-là, la comparaison est difficile pour un certain nombre de responsables politiques, puisque la réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu un tel effort. Et évidemment qu'il faudra le poursuivre. Évidemment qu'il faudra le poursuivre pour viser les objectifs partagés au sein de l'OTAN, pour accomplir la loi de programmation militaire qui a été votée et préparer la prochaine, mais encore une fois, sur la base d'une véritable revue profonde de nos priorités. Et c'est pour ça que je proposerai un nouveau livre blanc de la défense. Nicolas Dufour, vous vouliez intervenir, réagir à ce que disait Gabriel Attal ? Non, évidemment, tout à fait d'accord, mais dans l'exercice de l'utilité auquel on est obligé, j'ai envie de dire, voire contraint, il faut bien voir que sur l'Ukraine, nous aussi, il se trouve que la BPI a créé un fonds d'investissement à Kiev, on y va régulièrement, j'ai vu Pierre Elbron dans la salle. Nos moyens financiers au total, français, souverains, sont tellement limités qu'on est derrière pas mal de pays européens sur le soutien à ce pays, en termes de quantité d'armement et de budget. Parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Et donc, l'éléphant qui est absolument au centre de la salle, une fois de plus, c'est l'étouffement qui est lié au fait qu'on devrait utiliser notre dette pour financer notre réarmement et on l'utilise pour financer des retraites. Donc on doit traiter ce problème. Tout est absolument bouclé. Aujourd'hui, ça ne se voit pas trop parce qu'on a une politique étrangère qui est une politique qui grâce au talent du président de la République, il faut bien le dire, apparaît comme étant une politique de puissance, mais quand vous regardez les chiffres réels de ce qu'on peut faire pour les Ukrainiens, on est derrière les Danois. Mais parce que les Danois ont fait leur réforme sociale. Donc je suis obligé d'y revenir. Il faut dire la vérité aux Français et il faut leur dire qu'il va falloir faire des efforts. Vous le faites tout, l'effort principal ? Les retraites. Il faut arrêter de financer les retraites. Donc pour assurer la défense de la France, il faut réformer. Évidemment. Et vous ne pouvez pas financer des prestations du quotidien, c'est-à-dire du pouvoir d'achat, par de la dette. Le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le revenu qu'on donne aux Français toutes les semaines ou tous les mois, qui leur permet de financer leur facture d'eau, d'électricité, la baguette de la semaine, ça ne peut pas être la dette. Or, ça fait 40 ans qu'on le fait. Donc, ce qu'on met dans la baguette des Français, on ne le met pas dans les missiles qu'on pourrait fournir aux Ukrainiens. Alors, c'est très clair. Je vais donner la parole à Estelle Brachlianoff, mais avant Stéphane Boujna. C'est important de... On voit bien que dans ce que dit Nicolas Dufour, qu'il y a une nécessité de prise de conscience de la réalité des finances et de l'endettement. Mais il y a aussi peut-être, pour assurer cette ambition de la défense, pas simplement des questions budgétaires, mais également ce qu'on pourrait appeler un esprit de défense en France. Est-ce qu'il existe et comment on y parvient? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Non, mais il n'est pas nécessaire de réinventer la roue. Les pays qui ont des voisins compliqués et qui ont besoin de dissuader leurs voisins de tenter la moindre initiative hostile s'organisent tous de la même manière. En Europe, ce sont nos amis d'Europe du Nord. Alors certes, il y a des gens comme les Norvégiens qui sont bénis par la nature et qui d'ailleurs contribuent à plus de 20% des dépenses ukrainiennes, puisque ce sont les Norvégiens qui financent l'essentiel des achats d'armement ukrainiens.
Mais au-delà de ça, ce sont des pays qui ont organisé ce qu'ils appellent la défense totale. C'est le cas au Danemark, en Suède, en Finlande évidemment, et très largement en Norvège. Ça consiste à quoi? Ça consiste à faire en sorte que chacun sait à peu près ce qu'il doit faire le jour où la tension se transforme en crise. Alors bien sûr, c'est plus facile dans des pays qui ont rétabli le service national pour les garçons et pour les filles, et donc qui peut assurer un suivi de la capacité et de la disponibilité des uns et des autres. Mais on doit passer par quelque chose de cette nature pour les citoyens et pour les entreprises. Pour les citoyens, parce que nous, par exemple, chez Euronext, on a décidé, dans le cadre d'une grande initiative qui s'appelle le nouvel ESG, Énergie, Sécurité et Géostratégie, on paye 3 semaines par an pour les gens qui sont dans la réserve opérationnelle la première année, puis 2 semaines ensuite. C'est quand même beaucoup, parce que plus 5 semaines de congés payés, ça veut dire que sur 12 mois, vous payez les salariés, 10 mois pour travailler pour Euronext, 5 semaines pour aller en vacances et 3 semaines pour servir leur pays. Et donc, c'est très utile. Je donne un exemple très concret. Il y a quelques semaines, la Marine nationale nous a appelés. Ils avaient besoin très très vite de beaucoup de data scientists pour traiter tous les signaux qui arrivaient en mer Rouge sur le groupe aéronaval. On leur a envoyé un gars à Brest, un jeune, un brillant data scientist, quelques ingénieurs réseau, et ça leur a été très utile. Bon, la Marine nationale est une structure très, très souple et très efficace et très agile. Mais on va tous avoir besoin de participer de cette manière. Et les entreprises aussi. En Europe du Nord, chaque entreprise, y compris les plateformes d'Euronext, sait exactement ce qu'elle doit faire si ça va mal avec son groupe électrogène, son parking souterrain et ses différentes équipes. Mais je voudrais revenir sur le point précédent. Attendez, juste un mot. Vous dites qu'il faut transformer les Français qui sont aujourd'hui des consommateurs de défense en producteurs de défense. Bien sûr. Bien sûr, expliquez-nous, expliquez. Pourquoi tout le monde trouve normal qu'on ait 34 000 communes et 500 000 élus bénévoles qui font un travail fantastique en étant des élus municipaux et qui font vivre la vie civique du pays, ou qu'on ait une vie associative incroyable qui souvent sert d'amortisseur des faiblesses de l'État dans certaines de ses fonctions, et qu'on ne trouve pas normal que quand les besoins évoluent, il faudrait qu'on retrouve le chemin de ce qui fut l'essentiel de l'histoire de notre pays, c'est-à-dire la contribution de chaque habitant, puis de chaque citoyen à la défense qui était autrefois nationale, qui a cessé de l'être et qui doit le redevenir, national ou total. Et c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais un mot quand même, c'est très important, le sujet précédent est extrêmement important, celui de la coopération européenne. Dans le monde de Trump, de Xi Jinping et de Poutine, qui sont 3 personnes qui ont décidé d'affaiblir l'Europe, il n'y a pas d'autre solution qu'une coopération européenne extrêmement avancée. Et c'est vrai qu'on lutte, et c'est ça qui explique la tension entre les objectifs, on lutte entre des gens qui disent il faut de la rapidité et de la taille, speed and scale, et certains nous disent ah mais si tu fais de la coopération, tu n'as plus de vitesse, la coopération ça ralentit, c'est la thèse en gros d'Assaut. Et ceux qui disent, mais non, il faut faire des choses ensemble pour les faire plus grosses. En réalité, la solution, c'est les deux. Vous avez un exemple extraordinaire avec la Suède. Il y a quelques semaines, la Suède a décidé de nous acheter 4 frégates. Et ils ne vont pas faire des frégates. Et nous, on leur a acheté l'année dernière, je ne sais plus si c'est 3 ou 4, Global Ice, c'est-à-dire l'équivalent des AWACS, parce que nous, on ne sait pas les faire et que Saab en fait d'excellents. Là, on n'a pas fait de la coopération. Chacun a acheté chez l'autre ce qu'il sait faire le plus vite. Mais dans d'autres cas, il y a un problème de passage à l'échelle, et ça, c'est des projets comme MBDA et les différents projets qui ont été mentionnés par Gabriel Attal, qui sont la solution pertinente. Mais pour cela, il faut que la méfiance des industriels, qui est souvent plus forte que la volonté commune des États, soit dépassée. Et dans beaucoup de secteurs, le problème, c'est la méfiance des opérateurs, et ce n'est pas la volonté commune des États. Et c'est pour ça qu'il nous faut une volonté politique extrêmement forte pour dépasser cette méfiance des industriels. Estelle Brachlianoff, vous êtes un petit peu l'outsider de la table ronde parce qu'on se demande effectivement comment Veolia, qui s'occupe de l'environnement, des services de l'environnement, est un acteur de la défense. Vous avez cité le cas des usines de désalinisation pendant la guerre de l'Iran, l'Ukraine, etc. Comment vous intervenez là et quel est votre rôle et quelle est votre vision de ce qui vient d'être dit ? Alors, il y a plein de choses. Je crois qu'on se trompe complètement de débat si on pense, que la défense, c'est des soldats, des armes en quantité. Parce que, mais les chars, s'il n'y a pas de l'essence à mettre dedans et si vous n'avez pas d'eau pour alimenter tout ça, ou même de minerais stratégiques pour produire un certain nombre de vos produits, monsieur, tout s'arrête en quelques jours. Monsieur le Premier ministre a cité « Essayons d'apprendre ce qui est en train de se passer en Ukraine et pas mener la guerre d'il y a 30 ou 40 ans ». Essayons d'apprendre aussi ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui.
Pourquoi est-ce que le lendemain du démarrage de la guerre, les premières cibles ou les secondes, après les équipements militaires, c'était quoi? C'était les usines de dessalement. Les usines de dessalement de Veolia, on est leader mondial du dessalement, on a 20% de part de marché, leader européen, donc soyons fiers que quelquefois les industriels, j'allais dire, on a résolu déjà cette question-là à l'échelle des sujets qui nous concernent. Aujourd'hui, on a des batteries de missiles patriotes autour des usines de dessalement qu'on opère au Moyen-Orient. Et ce n'est pas de hier matin, c'est depuis 30 ans. Donc ne soyons pas en retard d'une bataille, en France et en Europe. On est en train de parler d'opérations d'intérêt vital, d'enjeux stratégiques et géostratégiques. Sécuriser l'approvisionnement en eau, en matières premières et en énergie locale, c'est absolument clé. Et ça doit être dans le plan. Ça doit être dans le plan de défense. Ça veut dire que vous travaillez aussi avec la défense, avec les armées, pour assurer la sécurité des ressources. Comment vous faites? Alors, en France, on le fait. On est dans opération d'intérêt national. Donc, ça veut dire qu'on a des communications avec la défense en permanence pour protéger ces usines, bien sûr. Au Moyen-Orient aussi. Donc, il y a aussi des sujets de redondance, puisque si l'une est bombardée, il faut pouvoir être capable de switcher, si je puis dire, sur une usine voisine. Je rappelle que l'eau, on pense tout de suite à l'eau du robinet, bien sûr, qui alimente les populations, mais sans eau, vous n'avez pas de raffinerie, vous n'avez pas d'essence, vous n'avez pas d'industrie, vous n'avez évidemment pas d'agriculture. On se retrouve sur l'autonomie stratégique, y compris alimentaire. On voit bien que ça irrigue l'ensemble du... Je passais aux minerais stratégiques qui sont aussi importants dans les industries de défense elles-mêmes. À Metz, dans l'est de la France, on a, là encore une fois, une innovation. On est capable de recycler des minerais stratégiques à partir des batteries usagées. Si on fait ça à l'échelle européenne, c'est 25% de l'approvisionnement en minerais stratégiques et en terres rares qu'on peut se trouver chez nous plutôt que de les importer. Aujourd'hui, c'est 99% importé de Chine. Donc quand M. Boujna parlait de Xi Jinping, est-ce qu'on a envie de dépendre de Xi Jinping et son bon vouloir pour fermer le robinet des terres rares, ou est-ce qu'on essaie là aussi d'avancer sur l'autonomie stratégique? Donc pour faire simple, sur tous les... Oui, donc c'est le rôle de Veolia qui permet de contribuer à assurer la souveraineté énergétique. Donc à défaut de régler le problème de la dette à ce stade, je rajouterai dans votre liste des dépenses et d'un grand plan d'infrastructures et d'autonomie pour le pays, les infrastructures critiques. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Stéphane Boujna sur le fait de réquisitionner les entreprises, mobiliser les citoyens et vous, en tant qu'entreprise, Veolia est déjà très très présent. On a d'ailleurs reçu, et j'en suis ravie, à l'époque, Monsieur Lecornu, ministre de la Défense, la médaille d'or de la Défense nationale. Je dis on, c'est les salariés de Veolia, d'une certaine façon, qui sont très très impliqués dans la défense active depuis maintenant de nombreuses années. Et c'est tout à fait normal. Intéressant donc de voir comment des grandes sociétés françaises sont impliquées dans cette défense nationale. Je me retourne vers Éric Béranger. Ce matin même encore, Trump a dit à propos de l'OTAN, et vous savez qu'il y a le sommet de l'OTAN qui a lieu la semaine prochaine en Turquie, il a dit c'est ridicule de continuer à financer de façon unilatérale l'Alliance Atlantique, et il a publié sur son réseau social un tableau où on voit effectivement que l'Amérique est le plus grand financeur de la défense de l'Alliance. C'est un nouveau signal d'alerte pour les Européens. Comment vous le percevez? Qu'est-ce que ça, quand Trump dit c'est ridicule de continuer ainsi, il faut faire autrement? Je rappelle que la France est à 2% de son PIB pour la défense. Elle s'est engagée à passer à 3,5 et même 5 après le sommet de 2025. Est-ce qu'on est capable d'aller jusque-là et comment? Je crois que ça a beaucoup été expliqué par les intervenants précédents. Je pense que la question, c'est pas si on en est capable. La question, c'est qu'on n'a pas le choix. Ce que vient de dire Trump, encore une fois, c'est pas une surprise. Dans les faits, c'est quoi? Dans les faits, l'OTAN, c'est en termes de contribution, c'est 50% les États-Unis, 25% l'Union européenne et 25% les membres de l'Alliance qui ne sont ni États-Unis ni Union européenne. C'est ça la réalité. Si les États-Unis, et c'est effectivement la direction qu'ils prennent, ils ont même annoncé une révision stratégique de leur contribution à l'OTAN, s'en éloignent de plus en plus, je pense que le signal pour nous, Français, et au-delà des Français européens, il est clair, c'est qu'il faut qu'on se prenne en charge.
on n'a pas le choix. Et donc effectivement, c'est là où il faut qu'on se prenne en charge nous-mêmes Français, mais il faut qu'on se prenne en charge au niveau européen, et ces notions de coopération dont on a parlé tous les deux avec Stéphane sont absolument fondamentales. Et il y a effectivement plusieurs façons de coopérer, comme l'a rappelé Stéphane, et il faut penser cette défense de façon globale, puisque c'est effectivement les infrastructures également. Moi, il y a un mot que je pense nous devrions également tous avoir en tête, qui est le mot de résilience. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'être capable de faire les choses à un instant T, mais il faut en plus être résilient, capable de résister à des événements potentiellement dramatiques. Et tout à l'heure, vous me demandiez quelles étaient finalement nos priorités en tant que MBDA. Nos priorités en tant que MBDA, c'est aider nos nations à soutenir 2 chocs, à encaisser 2 chocs. Le choc initial, si jamais effectivement on venait à être attaqué, ou en tout cas testé, et ça, c'est les stocks. Donc pour chacun de nos États, l'enjeu c'est de rebâtir des stocks, et là c'est des choses qu'on nous demande tous les jours. Et puis au-delà de ce premier choc, c'est le choc dans la durée. C'est-à-dire qu'après, il faudra être capable de tenir, ça c'est la leçon de l'Ukraine, c'est la leçon du conflit en Iran, où on voit tout ce que les États-Unis ont consommé simplement en 4 jours, et ça c'est la profondeur industrielle. Et je crois que c'est le général Schill qui récemment expliquait que finalement la capacité militaire d'un pays dépend également de la profondeur stratégique de son industrie. Alors vous touchez à un point essentiel, c'est la question des stocks. On rappelait tout à l'heure le manque de munitions. On peut dire aussi que la France a globalement raté les drones. En tout cas, elle est en retard, elle est en train de rattraper ce retard et les industriels y contribuent. Sur ce point précis en tant qu'industriel, on a cette capacité, le signal a été entendu, on est en train de reconstituer les stocks, vous pouvez nous le dire aujourd'hui ? J'ai l'impression que c'est le cas, oui, absolument. Et encore une fois, au-delà des annonces, est-ce que ça y est, on fabrique maintenant plus de munitions, plus de missiles, plus d'obus, etc. Oui, je vous ai donné les coefficients multiplicatifs MBDA, chez nous. Globalement. Et globalement, oui, c'est en train d'accélérer très très fort, et y compris dans le domaine des drones. Je pense qu'il faut être lucide et regarder tous les domaines dans lesquels on doit progresser, mais on a vraiment tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, on a encore tout ce qu'il faut. Et donc c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut réagir. Alors je me retourne vers Gabriel Attal. La question fondamentale, tout le monde est d'accord, ambition de défense nationale, défense européenne, coopération, mais il faut financer cet effort. Alors vous, ce matin, vous avez annoncé, par exemple, des réductions majeures dans les dépenses sociales, la réduction du nombre de fonctionnaires. Qu'est-ce que vous dites aux Français pour effectivement assurer que cet effort de défense soit possible ? Non, mais d'abord, dans cette interview aux Parisiens ce matin, je fixe un cadre et un cap. Celui de revenir à l'équilibre en 2 quinquennats et d'arriver en dessous des 3% avant la fin du prochain quinquennat. Ça paraît très peu possible. Je pense que c'est possible. 2024, pour la première fois depuis 15 ans, l'État a dépensé moins que l'année précédente. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Parce qu'il y a des efforts qui ont été faits. J'étais Premier ministre à l'époque, on a assumé de couper 10 milliards d'euros en cours d'année, de doubler les franchises médicales qui n'avaient pas bougé depuis 20 ans, de geler un certain nombre de crédits. Résultat des courses, les dépenses de l'État en 2024 étaient inférieures à celles de 2023. Ça faisait 15 ans que ce n'était pas arrivé parce qu'on a fait des choix. Et si le déficit a augmenté cette année-là, c'est parce que les dépenses sociales ont explosé. Je reviens sur ce que disait Nicolas Dufourcq. Les dépenses sociales, le social, c'est aujourd'hui 2/3 de nos dépenses. Et donc, il faut assumer que ça doit être 2/3 des économies. Je fais des propositions, je ne vais pas détailler l'interview ici, je fais des propositions assez claires dans cette interview sur la question des retraites, sur la question de l'assurance chômage, sur la question des indemnités journalières, de l'assurance maladie. On peut faire un certain nombre de réformes. Ensuite, il y a évidemment des réformes dans l'État. Je propose notamment une réduction du nombre de fonctionnaires parce qu'on a cette révolution de l'intelligence artificielle qui permet quand même de faire mieux avec moins, et ça, toutes les entreprises le voient. Et puis un Big Bang dans l'organisation territoriale de la France et des collectivités territoriales, puisque là aussi, il y a des économies à faire. Mais une fois qu'on a dit ça, moi je vois bien les Français, ils se disent, bon, ils sont gentils,
Et enfin, on a entendu beaucoup de discours depuis plusieurs décennies, et puis on a vu la dette exploser. Et donc il faut aussi fixer une méthode. C'est la raison pour laquelle je propose que les Français, par référendum, puissent décider, comme l'ont fait les Allemands en 2009, d'une règle d'or budgétaire constitutionnelle qui nous permette en quelques années d'empêcher d'avoir des budgets ou des budgets de la sécurité sociale en déficit. Je propose par ailleurs une nouvelle méthode managériale. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise ici dans la salle. Dans votre entreprise, quand un directeur des affaires financières explose ses objectifs, ne tient pas les objectifs qui lui ont été donnés en matière de dépenses, en général, il y a une petite conséquence quand même. Ça doit être la même chose pour ceux qui gèrent l'État, qu'il s'agisse des ministres ou des directeurs d'administration centrale, quand on ne tient pas ses objectifs en matière de dépenses publiques. Nicolas Et enfin, pardon, Oui. je termine simplement, puisqu'on parle des questions de finances publiques, et c'est évidemment important, et je viens de donner un cadre et un cap. Il y a aussi la question du financement privé, qui est majeure pour nos industries de défense. Il y a deux manières de se financer. Il y a évidemment l'emprunt et puis l'equity. Je crois que sur l'emprunt, en tout cas c'est ce que me disent les PME, les ETI du secteur, il y a moins de difficultés aujourd'hui qu'il y en a eu auparavant parce que la taxonomie a évolué, parce que malheureusement il y a un marché dans le contexte, donc évidemment pour des banques c'est plus sécure pour prêter. C'est sur l'equity, on a encore des difficultés. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a moins de capitaux que les Américains. C'est pour ça que je plaide pour la retraite par capitalisation, pour qu'on puisse disposer de fonds de pension, comme c'est le cas aux États-Unis. On a aussi des règles qui sont assez complexes. Et Roland Lescure, qui est là, qui nous fait l'amitié d'écouter cette table ronde, le ministre de l'Économie et des Finances, le sait. On a des règles, par exemple, sur les investissements étrangers en France, qui font que pour des investisseurs, monter au capital d'une entreprise de la défense, alors qu'on ne sait pas véritablement s'il y aura une sortie à la fin, parce que s'il y a des règles qui sont très rigides, c'est très compliqué. Et donc, on doit déployer des fonds qui nous permettent d'alimenter, de soutenir, d'investir dans nos entreprises de la défense, ce que fait parfaitement BPI avec les fonds qui ont été développés. Je pense qu'il faut qu'on aille à une échelle encore plus importante, peut-être avec une coalition des industriels du secteur, comme ils ont été capables de le faire sur l'aéronautique au moment du plan de soutien avec le fonds ACE Aero Space. Je pense qu'il y a des leviers aussi qu'on n'a pas encore totalement mobilisés sur ce sujet. Stéphane Boujnah, vous voyez le programme de Gabriel Attal. Mais vous, aujourd'hui, dans la place boursière que vous représentez, comment ça se passe pour justement contribuer à financer l'effort de défense, pas simplement en France, mais à l'échelle européenne? Non, mais il y a deux sujets. Il y a un certain nombre de groupes de défense de grande taille qui accèdent au marché parce que la commande publique est là, les perspectives de croissance des commandes sont significatives. Donc vous avez au cours des dernières semaines un groupe tchèque magnifique qui s'appelle CSG qui est entré en bourse sur Euronext, un autre groupe tchèque, Colt, un groupe norvégien, Kongsberg Maritime, KNDS, l'opération est suspendue parce qu'il y a eu un peu de news flow inopportun sur un comparable allemand, mais les choses avancent très vite. Sur la grande coopération, j'en ai dit quelques mots, je ne reviens pas là-dessus, c'est absolument essentiel. Moi, je crois que vraiment, on a évoqué le SCAF, la seule manière de résoudre les tensions entre industriels, c'est de les consolider, c'est de les faire travailler ensemble. Quand les problèmes se gèrent, c'est pas comme si chez MBDA, il n'y avait pas de problème entre de temps en temps des intérêts italiens, français, etc. Simplement, ils sont délibérés dans la salle du conseil d'administration. Et donc, quand on peut résoudre les problèmes à l'intérieur de la même entreprise, on arrive à aligner les industriels. Donc ça, c'est maintenant, ça a été mentionné par Nicolas, il a tout à fait raison, les PME, le problème les fournisseurs, la chaîne des fournisseurs, le problème d'un grand projet de défense, c'est que la rapidité d'un projet de défense est limitée par le fournisseur le plus lent de la chaîne d'approvisionnement. Et donc c'est vrai que pour accélérer la transformation, la montée en puissance de ces boîtes plus petites, il faut envisager deux choses, leur consolidation, leur regroupement et leur cotation pour qu'elles puissent lever de l'equity. Donc c'est ce qu'on essaye de faire chez nous. Mais vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, les pays qui ont des voisins difficiles le font. Comme les Norvégiens ont 300 km de frontière avec les Russes et qui sont à 230 km de Mourmansk, la plus grande concentration d'armes nucléaires du monde, ils le font. Comme les Finlandais ont 1250 km de frontière avec les Russes, ils font toutes ces choses-là. Donc c'est la prise de conscience de la menace, la prise de conscience qu'on doit dissuader les méchants
de tenter la moindre initiative contre nous, et donc le réarmement massif de toute la société dans une défense totale qui peut permettre de le faire. Ouais. Et les marchés actions peuvent y contribuer. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette table ronde, dont je remercie l'intervenant, mais juste, Nicolas Dufour, le mot de la conclusion en une phrase. Est-ce que la France est prête à ces défis, à ces efforts, à ces sacrifices, ou pas? Non, pas encore. Pas du tout encore. Et donc non, franchement, mais la présidentielle, ça sert à quoi? Ça sert à ce qu'on soit prêt à faire les efforts. Donc il faut qu'on en parle. Il faut qu'on fasse descendre notre débat dans toute la société française. Mais pour rebondir, juste pour terminer sur ce que vient de dire Stéphane et répondre à la question, est-ce qu'on est prêt sur le plan militaire, à une accélération radicale de l'histoire? Personnellement, je n'en suis pas sûr non plus. Pourquoi? Parce qu'on est encore sur des temporalités qui sont les temporalités de l'OTAN d'avant, c'est-à-dire avec des programmes à 6 ans, 7 ans, 8 ans, alors que l'Ukraine nous apprend qu'il faut des programmes à 3 mois. Donc cette transformation culturelle, elle a commencé. Je ne cherche pas à faire du bashing. Il se passe quelque chose dans le tissu de la défense française, mais dire qu'on a réussi l'accélération radicale de la temporalité, ce serait une contre-vérité. Ça n'est pas vrai. Voilà, on termine sur ce diagnostic très, très direct, très franc. Merci à tous et merci à nos intervenants.